Bienvenue sur Mindsets, le podcast qui décrypte l'état d'esprit, les stratégies et les domaines d'expertise d'entrepreneurs de talent. Quand j'ai choisi la voie de l'indépendance, je me suis rendu compte qu'au-delà d'être un bon coach, il fallait aussi que j'apprenne à devenir un bon entrepreneur. Je suis Loïc et toutes les semaines, je recevrai des potes entrepreneurs qui ont déjà fait un bout de chemin, qui ont développé une vision business et une expertise forte et qui ont réussi à se faire un nom. Ils te partageront leur parcours, leurs stratégies, les erreurs qu'ils auraient préféré éviter. Ils te donneront aussi des conseils en lien avec leur domaine d'expertise pour te permettre d'aller le plus loin possible dans ton aventure entrepreneuriale. Mets-toi à l'aise et bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode, je crois que ça va être l'épisode numéro 3 avec Sarah. Donc aujourd'hui, je reçois Sarah Saidi. Sarah, c'est un petit peu la Rolls-Royce de la respiration. Et sans plus tarder, en fait, je vais te laisser te présenter, Sarah. Loïc, je sais que tu as lu mon livre parce que c'est la punchline que j'ai utilisée sur la 2e ou 3e page du bouquin. Donc merci pour ça. Donc je m'appelle Sarah avec 2 R. Je m'intéresse à la respiration rythmique. Donc c'est une forme de respiration qui se fait en musique. Et avant cela, j'ai travaillé pendant près d'une dizaine d'années dans le milieu de la banque finance. Et petit à petit, j'ai commencé à tester des choses. Et aujourd'hui, je suis à plein temps sur mon projet qui gravite toujours autour de la respiration, sous des formats différents, de cours en ligne, de cours en entreprise, d'animation d'événements. Et je prends un malin plaisir à aider les personnes à se sentir mieux dans leur tête et dans leur basket grâce au propre pouvoir de leur souffle. Tu dis avant je faisais autre chose. Justement, ça a été quoi le point de bascule entre autre chose et la respiration ? C'est pas venu du jour au lendemain. J'ai fait des études en ne sachant pas trop vers quoi m'orienter. Un peu comme tous ces étudiants ou ces élèves qui avancent en se disant je verrai l'année prochaine, je verrai plus tard, et incapable de décider en fait d'un avenir professionnel tant que je n'avais pas testé. Et donc je me suis toujours dirigée vers des choses très généralistes comme de l'audit, comme du conseil, comme des projets. Et je me suis rendu compte que tout ça manquait de tangibilité. Enfin, je veux dire, pour moi, au quotidien, la difficulté d'avancer sur des projets qui n'aboutissent pas toujours ou des projets où on passe beaucoup de temps en réunion avant de vouloir décider. Enfin, il y a une certaine pesanteur que je n'ai pas réellement appréciée dans le monde de l'entreprise. En 2018, je vis un moment très difficile. J'ai toujours refusé de placer le mot burn-out, mais je pense que j'étais à -1 d'en faire un. Et comme dans un élan de survie, j'ai quitté la banque dans laquelle je travaillais pour aller dans des structures qui étaient plus saines. Et c'est là où j'ai commencé à prendre soin de moi à nouveau. Et en fait, c'est en prenant soin de moi, en reprenant des cours de sport, des cours de théâtre, en voyageant, cette fois-ci pour le loisir et plus pour le professionnel. Mais en fait, petit à petit, je me suis redécouvert des hobbies. Et c'est en parallèle de mon salariat que j'ai commencé à lancer un side sur l'année 2021. D'accord. Donc le side, c'est seulement en 2021 ? Oui. Le side, j'ai commencé à me former. Donc, pour les personnes qui ont envie d'avoir des repères, je me suis formée à la sophrologie, je me suis formée à l'hypnose, je me suis formée à la PNL et je suis ravie d'être avec toi sur cet épisode, Loïc, parce que tu es l'un des top of mind PNL, évidemment, sur LinkedIn. Et au breathwork, donc qui est une forme de respiration intensive qui amène des états modifiés de conscience. J'ai un peu remixé tout ça à ma sauce. Et j'ai rendu la respiration, souvent je rigole en me disant j'ai essayé de créer la respiration, à la Zumba de la respiration, parce que c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est accessible, c'est bonne humeur, c'est coloré, il y a de la musique, il y a une bonne ambiance, les gens viennent comme ils sont, pas de jugement. Et c'est cet environnement-là que j'avais envie de créer. Tu sais identifier au départ, tu te souviens de la forme que ça prenait, ton side au départ, la vision que tu en avais quand tu t'es lancée ? Je n'avais aucune vision. Comme j'étais sophrologue, enfin je suis toujours sophrologue, mais comme j'avais uniquement la casquette sophrologie à l'époque, en fait pour moi c'était faire des consultations d'1 heure, des consultations donc de sophrologie et c'est tout. Et je me disais peut-être qu'un jour j'ouvrirai un cabinet. Le problème que j'ai eu, c'est que je ne voulais pas sortir d'une case pour rentrer dans une autre. Et pour moi, la stimulation intellectuelle et la créativité étant très importantes, j'ai pris la sophrologie, j'ai essayé de la réinventer. Et c'est un peu... je pense que les gens sur LinkedIn me perçoivent un peu comme une rebelle, mais ils ne savent pas à quel point je suis conformiste. Parce que, en fait, je me conforme au protocole, je suis très organisée dans mes cours, et il y a toujours un début, une fin,
un enchaînement, il y a toujours une logique. Mais par contre, je ne suis pas une appliquante de ce qu'on m'a appris. Je ne recrache pas ce qu'on m'a appris. J'essaie de rajouter une couche, j'essaie de faire les choses autrement, telles qu'elles me plaisent à moi. Parce que je me suis rendu compte que c'est parce que ça me plaît que ça plaît aussi aux autres. Et surtout dans nos métiers d'accompagnant et d'accompagnement, plus nous, on va aimer s'épanouir dans ce qu'on fait, et puis on va le transmettre. Et pour les personnes qui viennent nous voir, elles en ont cruellement besoin. En fait, elles viennent souvent à la recherche de solutions, à la recherche de nouvelles sensations, à la recherche de déblocage. Et donc, c'est toujours intéressant je vais le dire un peu autrement, mais de vraiment vibrer ce qu'on raconte, quoi. Il y a vraiment cette partie, justement, comment on pose le cadre pour ouvrir un espace de créativité. C'est rigolo parce que souvent, ça peut paraître paradoxal, alors qu'on s'aperçoit que quand on cadre certains éléments, on se donne plus de liberté aussi dans ce qu'on peut faire dedans. Oui. Aujourd'hui, toutes les sessions que je donne sont parfaitement bien établies et écrites, donc très cadrées, et pourtant super originales. L'un n'empêche pas l'autre. Clairement. Et si tu devais comparer aujourd'hui la création de la respiration rythmique à un livre, à une série, à un film ou à un jeu vidéo, ça serait quoi ? C'est compliqué parce que je ne joue pas aux jeux vidéo, je ne regarde pas de films ni de séries, donc tu m'as posé une question à laquelle je vais pas vraiment être pertinente, mais si tu veux, je vais te répondre quand même en te disant ça ressemble beaucoup au Pilates, sachant que les Pilates ont été créés par Joseph Pilate, qui s'est tortillé dans tous les sens pour pouvoir créer cette discipline. Ça ressemble beaucoup à la Zumba, qui a été le croisement de la danse et de l'aérobic pour former une nouvelle catégorie de fitness. Et donc, ça ressemble à toutes ces disciplines, en fait, qui sont le résultat de croisements d'autres disciplines et qui font évoluer les choses parce que notre monde évolue. Et on a toujours besoin de faire adapter les méthodes aux tendances actuelles. Et tu vois, donc je me suis beaucoup, beaucoup inspirée plutôt de ce qui se fait dans le milieu du sport, beaucoup plus que ce qui se fait dans le milieu de la littérature et des films. C'est hyper intéressant, d'ailleurs on le retrouve vachement dans le livre. Il y a l'aspect somatique qui a une part hyper présente justement, et c'est rigolo que tu me parles de la Zumba, du Pilate, parce qu'on revient encore au rapport au corps, là où on a souvent tendance à penser que la sophro c'est une discipline qui a plutôt un rapport avec le mental, justement avec la gestion du stress. Oui. Et on s'aperçoit que le premier step, que ce soit dans le livre, dans ce que tu fais, même en séance, dans ce que tu communiques, dans les sources d'inspiration, on va directement dans le rapport au corps. Oui, le stress est physique avant d'être mental. En fait, je pense qu'on a vécu des années 90-2000 où on s'est vachement axé sur le mental avec le développement personnel, et puis aussi notre monde occidental est très axé sur le mental. En fait, on a l'impression que c'est l'intelligence qui fait tout, que c'est le self-control qui est la plus grande, qui est synonyme de force. On a l'impression que parce qu'on va bosser beaucoup intellectuellement parlant, qu'on va produire beaucoup. Et toutes ces croyances-là, je pense qu'elles sont en train de changer parce qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout écologique. Et de mon point de vue, le taux de burn-out en entreprise est une conséquence directe de ce phénomène culturel qui axe tout sur le mental, jusqu'à se couper de son corps. Autant quand on travaillait dans les usines et qu'en fait on avait une activité physique, une activité de production, en fait, il y avait de la tangibilité, mais quand on rentrait le soir, on pouvait déconnecter. Autant aujourd'hui, puisque la plupart des métiers se sont transformés sur des métiers, on va dire, plus tournés vers la production intellectuelle, vers la digitalisation, vers les ordis, vers en fait beaucoup plus de sédentarité aussi. Et on en a oublié qu'en fait, on était aussi un corps humain. Donc je pense qu'on est en train de vivre un moment où il y a une juste bascule à trouver entre les deux. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises développent des initiatives tournées vers le sport, complètement intégrées à leur culture d'entreprise. Et je trouve que c'est uniquement le juste réalignement des choses. Si on devait marquer 3 points importants dans la création de la respiration rythmique, 3 éléments qui ont été pour toi les déclencheurs et à chaque fois qui t'ont permis de passer à vitesse d'après, ce seraient lesquels ? Ma formation de sophrologie qui m'a projeté que cette technique de sophrologie date des années 60 et que j'avais envie de la moderniser. Donc j'ai vécu un réel moment de remise en question à ce moment-là. Je me suis dit non mais moi qui suis très connectée, qui suis digitale, qui suis entre les deux générations, donc j'ai 32 ans, donc en fait j'ai grandi avec les grands, la génération d'avant, et je suis aussi connectée avec la génération d'après, tu vois. Et donc je me suis dit non mais il y a quelque chose à faire. Donc moi par exemple sur ma formation de sophrologie,
Les sessions se font dans le silence, il n'y a pas de musique. Aujourd'hui, quand je dis que je peux faire des exercices de sophrologie sur de la musique électronique, tout le monde me regarde bizarrement. On dit, mais ça va pas, qu'est-ce qui lui arrive? Et en fait, je trouve que c'est complètement, c'est très sympa à faire. Et donc, il y a eu ça, il y a eu vraiment la remise en question de la discipline en tant que telle. Il y a eu aussi un autre moment qui a été ma formation donc au breathwork, qui est aujourd'hui très tendance. Donc, c'est une tendance qui arrive des États-Unis, si vous tapez breathwork sur Google ou sur Instagram, vous allez avoir des images un peu impressionnantes qui font un peu peur aussi d'états de transe, d'états de conscience modifiés, de tétanie dans le corps, et on a l'impression que voilà, faut toujours plus pour toujours guérir plus. Guérir, c'est pas moi qui dis le mot, c'est vraiment quand on parle en fait de breathwork, on parle de healing aussi, donc de guérison. Et en fait, en intégrant cet environnement-là aussi, il y a eu aussi des choses qui m'ont projeté à quelque chose avec lequel je n'étais pas alignée, parce que moi, je ne suis pas d'accord pour mettre le corps en difficulté, sous prétexte que c'est en soumettant le corps à une très forte hyperventilation qu'on va pouvoir libérer les émotions. Donc, j'ai eu envie d'adoucir ça et de le rendre beaucoup plus accessible à tout le monde. Et enfin, avec l'hypnose, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que hypnothérapeute, c'est Mesmer, qu'en fait, il y a de la manipulation, et du coup, pareil, quand je me suis formée à l'hypnose, je me suis dit, bah non, en fait, on peut faire des voyages avec des sensations hypnotiques qui peuvent être très agréables. Et donc, tu vois, à chaque fois que je me suis formée à quelque chose, il y a eu un truc qui m'a dit, là, ça me plaît pas, et donc je me suis réajustée. Et donc, c'est en réajustant à chaque fois ce que j'avais appris que finalement j'ai fini par créer mes propres cours. Juste pour être intellectuellement au clair, en fait, respiration rythmique, c'est pas le nom de la marque. Respiration rythmique a toujours existé, c'est comme gymnastique rythmique, en fait, c'est un nom commun. Mais moi, j'ai déposé le nom en anglais. Mais en fait, la respiration rythmique, c'est la catégorie de respiration où je suis identifiée comme étant pionnière là-dessus, en fait. Donc, on est sur une sous-catégorie de la respiration consciente. Je sais pas si je parle en en charabia, mais j'essaie de répondre avec précision, parce que je sais que ton audience, elle est aussi sensible à ce que tu fais, et donc va Clairement. très certainement comprendre ce que je raconte. On va avoir pas mal de sophrologues, je pense, dans les auditeurs et auditrices. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que justement, comment on remodernise. D'ailleurs, j'en reçois pas mal en formation de PNL sur finalement la sophro. C'est bien, mais on est dans une époque où les personnes ne font pas les exercices d'ancrage au milieu. En fait, j'ai beaucoup de sophrologues qui me disent la sophro, c'est bien, mais on n'a pas de résultat. En tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est à la fois cette vision où on crée quelque chose, mais on le fait de manière à la fois méthodique, créative, sur la base des limites que tu as pu voir aussi dans les disciplines auxquelles tu t'es formé petit à petit, pour pouvoir rationnellement amener de nouveaux modes de travail sur la gestion des émotions, du stress. Les principales difficultés que tu as rencontrées, que ce soit les difficultés internes ou externes. Difficulté interne, clairement assumer ce que j'étais en train de faire. J'ai un background de bon élève qui rentre dans la case, quoi. Je n'ai jamais été une rebelle qui remet en question les choses. Là, ça s'est un peu imposé à moi parce que ça vient d'une forte conviction, en fait. Je me suis dit, je vais me faire confiance. C'est très dur de remettre en question les choses. Et je pense que ça s'est fait progressivement parce que à chaque fois que je donne cours, en fait, je me dis, mais c'est exactement comme ça que j'ai envie d'agir, c'est exactement comme ça que j'ai envie de travailler. Et le fait de donner des cours 2, 3 fois, 4 fois par semaine, en fait, ça me garde dans c'est comme ça que j'ai envie de bosser. Donc ça me réaligne toujours et je suis super ancrée toujours sur ce que je fais. Donc ça me permet de surmonter cette difficulté intérieure, hein. Et encore aujourd'hui, des fois, je fiche, je me dis, mais qui suis-je pour aller, tu vois, remettre en question des pratiques ou moderniser des disciplines, etc. Et à chaque fois, je me raccroche à Joseph Pilate, à chaque fois, je me raccroche à tous ces créateurs, en fait, qui se sont dit, non, en fait, on va accompagner le maximum de personnes, et si ça fait du bien, à un maximum de gens, pourquoi pas, en fait. Donc, il y avait ça, et la difficulté extérieure, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, dans le milieu du bien-être, tout est siloté, il y a de plus en plus de méthodes, et chaque personne se tire la couverture, et la sophrologie est meilleure que l'hypnothérapie, et la PNL est meilleure que l'hypnose, et l'hypnose est meilleure que la naturo. Et en fait, il y a cette ambiance que personnellement je n'apprécie pas, et donc que je rejette. Et du coup, je suis vraiment comme une vraie freelance, totalement en freestyle. Et donc, je suis en roue libre, en fait, dans mon secteur. Et d'ailleurs, je pense que les sophrologues ne m'ont pas identifié comme sophrologue, que les hypnothérapeutes ne m'ont pas identifié comme une hypnothérapeute, et que les coachs en breathwork ne m'ont pas identifié comme une coach au breathwork. Et j'ai choisi de garder la case respiration qui, elle, est universelle et qui me correspond beaucoup plus.
Et donc, c'est comme ça que j'ai fait face à cette difficulté extérieure d'un marché qui a un peu, qui est en construction, je pense. Parce qu'en France, on est quand même sur quelque chose qui se développe depuis peut-être, allez, 10 ans maximum et qui a pris de l'ampleur après Covid. Mais on n'est pas non plus sur un marché très mature. Donc, c'est normal que ce soit le cas. Je pense que ça va se faire petit à petit, mais je m'intègre pleinement dans les pratiques somatiques. Je ne veux pas être associée à une case précise qui viendrait m'enfermer. C'est vraiment hyper intéressant parce que pour avoir participé à des sessions, je me suis dit, en fait, c'est exactement comme de l'hypnose, à part que toute l'induction passe vraiment par le travail respiratoire et qu'en plus la respiration vient accompagner le niveau de conscience dans lequel on va évoluer à travers la structure de la séance où je me souviens qu'on peut poser les intentions au départ et la manière dont tu prends note de tout ça. Tu arrives à créer en collectif un espace où chacun va pouvoir travailler individuellement. J'ai trouvé ça hyper riche de par la coloration multiple que tu as réussi à donner et en même temps hyper bien exécuté. Donc en fait, c'est rigolo parce qu'il y a le côté très créatif, mais aussi très qui s'appuie aussi sur tout ce qui fait que les méthodes ont aussi des résultats. C'est comment on est venu tailler le diamant petit à petit. Merci pour ce que tu dis. J'en profite juste Non. pour rebondir parce que, un, ça me fait plaisir. Et deux, en fait, je pense qu'en faisant ce que je fais, et ça me tient aussi à cœur, j'espère pouvoir autoriser beaucoup d'accompagnants, beaucoup de coachs, beaucoup d'indépendants, beaucoup de thérapeutes à incarner ce qu'ils ont vraiment envie de transmettre. Et que parfois, en se faisant confiance, en fait, on est encore plus efficace. Et on est dans un milieu où les gens ont besoin de nos accompagnements. Et en fait, ce serait dommage de se brider sous prétexte que pendant une formation, un formateur a dit que. Parce qu'il n'y a aucune règle à part celle que l'on choisit de s'imposer. C'est pas pour rien que ton podcast s'appelle Ma tête. Et en fait, c'est vraiment dans la tête, tu vois. C'est vraiment se dire quelle posture je vais adopter pour sécuriser mon cadre en étant capable d'argumenter, d'expliquer à tout moment et en même temps de pratiquer de la manière qui, moi, me semble la plus juste pour la personne en face. On retrouve la même notion dans les arts martiaux où justement on a 3 étapes dans le développement. Il y a d'abord apprendre la règle, la connaître, l'appliquer à outrance. Puis au bout d'un moment, se dire tiens, finalement, je suis plus d'accord avec telle et telle partie, je vais commencer à casser la règle. Et ensuite, je deviens la règle. Et c'est ce moment où on peut s'intégrer justement en tant que personne dans sa propre pratique et où on peut créer quelque chose. Le gros problème que peuvent rencontrer certains, c'est est-ce que je connais suffisamment la règle pour pouvoir commencer à la casser un petit peu, pour en faire quelque chose, ou est-ce que je vais pas trop loin par rapport à mon stade de maturité? C'est une question qu'on se pose à chaque fois quand on sort un petit peu du cadre. Est-ce que c'est ok? Est-ce que je suis suffisamment carré dans ma pratique pour l'instant pour pouvoir commencer à être d'accord ou pas d'accord, ou est-ce que j'ai besoin d'affûter encore un petit peu? Il y a toujours ce point de bascule un peu délicat à trouver. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as pu te dire, toi, tiens, je suis plus d'accord complètement avec la sophro, puis je suis plus d'accord complètement avec le breathwork? J'ai adoré ton illustration. En fait, c'est en pratiquant. C'est-à-dire que, en fait, ça n'a pas été une décision mentale pour moi. Comme je me suis lancée sur le collectif assez rapidement parce que j'adore le collectif, en fait, j'ai progressivement ajusté les choses. Aujourd'hui, ça se voit pas, mais ça s'est fait grâce à de multiples répétitions et des micro-ajustements basés sur les feedbacks que j'ai constamment récupérés des personnes qui ont assisté. Et souvent, quand je lance un nouveau modèle de cours, je fais participer des participants, je récolte des feedbacks et j'ajuste ensuite. Donc, si tu veux, c'est ce qui me sécurise aussi. C'est en me disant, je navigue pas à vue parce que, par exemple, j'ai eu l'idée un jour de tester tel type de musique sur telle partie de la séance, guidée de telle manière. Non, je l'ai appliqué tout de suite. Ensuite, j'ai vu. Et sur un échantillon assez grand de personnes, en fait, en fonction des feedbacks, c'est super expérimental. En fait, moi, dans ma tête, je suis presque en train de mener une étude à taille réelle. Et puis, c'est très sécurisant de pratiquer un maximum. Moi, franchement, je pense qu'il y a des sophrologues et des hypnothérapeutes qui sont bien meilleurs que moi. Et c'est trop bien pour eux. Mais par contre, j'ai exécuté tellement de fois que effectivement, je suis devenue efficace sur mes cours. Donc, tu vois, je pense que comme dans les arts martiaux, la pratique, au bout d'un moment, elle te donne les résultats et elle t'aide à avancer par micro-étapes qui te redonnent confiance. C'est rigolo parce que quand tu le dis, finalement, c'est prendre du risque pour sécuriser. Oui, c'est exactement mon paradoxe, le paradoxe de ma vie, tu vois? C'est comme quand j'ai quitté mon boulot et que je me suis dit: «Allez, je vais me sécuriser en lançant», enfin, je voulais quitter mon boulot, mais je me suis dit: «Allez, je vais commencer par un side, donc je prends un petit risque, en même temps je sécurise». Tu vois? Je fais pas partie de ces entrepreneurs complètement fous qui jettent tout du jour au lendemain et qui
Parce que je pense que voilà, j'ai peur du risque. Donc, et je pense que c'est pour ça que les personnes me font confiance aussi. Tu vois, il y a des personnes qui viennent à mes cours, donc en présentiel sur Paris, le format le plus intense de breathwork que je donne, mais jamais de la vie, en fait, ils iraient chez quelqu'un d'autre. C'est juste que comme ils sentent le côté carré, le côté je contrôle fric et le côté j'ai pratiqué 1000 fois rien que pour avoir déjà confiance en moi. Tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui me disent franchement, ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer, ça fait très longtemps que je veux tester, j'ai regardé plein de trucs qui me font peur, mais je me suis dit que je pouvais te faire confiance. Et ça, pour moi, c'est un énorme feedback parce que ça veut dire que j'ai pu créer cette relation de confiance sur ma pratique, tu vois. Et ça, c'est parce qu'on a suffisamment incarné la pratique qu'on est capable d'envelopper le groupe. Et moi, il est hors de question que quelqu'un ne se sente pas en sécurité sur l'un de mes cours, par exemple. Tout à l'heure, tu me disais, la première difficulté, ça a été d'assumer ce que j'étais en train de faire. Oui. Commencer à prendre confiance. Et du coup, commencer à prendre confiance pour ensuite pouvoir dégager de la confiance, créer de la relation de confiance qui fait que les personnes viennent te voir. Ça a été quoi la première brique qui t'a permis de gagner de la confiance ou de te faire confiance ou de te faire un crédit de confiance? Un jour, j'ai organisé un cours depuis ma story sur Instagram. J'ai dit bon, bah aujourd'hui, il fait moche, c'est une journée pourrie, tout le monde est déprimé. J'avais des personnes en consultation individuelle déprimées. Et je me suis dit, bon, bah, on va lancer un truc sympa. Et donc, j'ai eu 20 personnes qui se sont inscrites. On s'est retrouvés sur Zoom. Et comme en fait, j'avais aucune attente de l'autre côté, j'ai fait à ma sauce. Et je pense que c'est vraiment le fait que ces personnes viennent me faire confiance. Alors même que, tu vois, j'avais pas fait de page de vente, j'avais rien fait. Juste, ils sont venus sur Zoom. Et je me suis dit, ah, c'est trop bien. Parce qu'en fait, ça m'autorise moi aussi, en retour, à proposer quelque chose, vu qu'il n'y a pas d'attente en face. Et les premiers feedbacks que j'ai eus ont été vraiment extraordinaires. Et donc, ce premier pool de 20 personnes, en fait, ont ma reconnaissance éternelle parce que ils m'ont autorisé à me lancer pour la première fois à ma guise, selon mes règles et selon la manière dont j'avais envie de les accompagner. Et à partir de ce cours, on a recommencé la semaine d'après et après, j'ai recommencé toutes les semaines. Donc, des fois, quand on a peur de faire des trucs, eh ben, on se dit qu'est-ce qui me ferait peur? Bah, moi, ce qui me faisait peur à l'époque, c'était que quelqu'un me paye et en fait, s'aperçoive que c'est pas du tout ce qu'il attendait. Donc, en fait, j'ai retiré la barrière du paiement, tout simplement. En me disant, ils viennent tester. Et après, je l'ai rapidement mise, par contre, parce que quand j'avais validé ce que je faisais, je ne voulais pas non plus, parce que déjà dans le monde de la thérapie, de l'accompagnement, enfin c'est un monde qui est très compliqué parce qu'en France, les gens n'ont pas l'habitude de payer pour se faire accompagner. Si moi, mes cours deviennent toujours gratuits, on va jamais s'en sortir. Donc limite, je ne sers même pas le marché si je fais ça. Et donc une fois que j'avais validé sur 2-3 événements totalement offerts, une fois que j'ai eu 50 feedbacks, et ben en fait tout de suite j'ai pricé le cours et je l'ai systémisé, je l'ai décrit et après il fallait s'accrocher, tu vois. Il y a eu des sessions où j'avais 2 personnes, il y a eu des sessions où j'avais 20 personnes, il y a eu des sessions où j'en ai eu 50 et c'est comme ça. Faut simplement tellement, je pense, aimer ce qu'on fait qu'on s'accroche et les sessions où on a que 2 inscrits, ce sont vraiment les moments où il faut s'accrocher beaucoup plus que les sessions où on en a 50. De mémoire, d'ailleurs, c'est sur une session à 2 personnes que tu as décroché des gros contrats aussi, potentiellement, l'an dernier, se dire, tiens, c'est pas parce que j'ai pas beaucoup de monde que ça vaut pas le coup de le faire. Oui, ça a C'est été vraiment une la histoire plus de belle kiff leçon au bout d'un 2000. moment. Ah ouais, là, j'avais pris une claque ce jour-là parce que j'avais pas envie de donner ce cours. J'y suis allée à reculons. Je me suis dit, ça y est, je vais arrêter. Enfin, je prends trop 2 heures de mon temps pour 2 personnes, quoi. Je suis méga pas rentable. Et en fait, effectivement, on sait jamais qui on a en face. Aujourd'hui, si tu regardais il y a 3 ans en arrière, ce serait quoi les 3 meilleurs conseils que tu pourrais te donner? Très bonne question. Je pense que ce serait, faut pas oublier que même quand on fait une reconversion, en fait, on ne perd pas ses compétences passées. Donc on garde aussi son background et on est capable de capitaliser dessus. Parce que ça, j'ai vécu une année de transition qui était compliquée, tu vois? Je pensais que je repartais de 0 et cette croyance a été très sabotante pour moi et petit à petit, je me suis relevée en me disant: «Non, non, moi j'ai toujours été chef de projet donc non, j'ai envie de mener aussi des projets» et c'est comme ça que j'ai vu la pratique en tant que projet et plus uniquement en tant qu'exécution. La deuxième chose, c'est je pense, en fait, c'est pas nul d'écrire en ligne parce que ça, c'était vraiment compliqué pour moi, tu vois? J'ai toujours regardé les réseaux sociaux d'un regard, c'est quoi ce délire? Les influenceuses, les gens qui perdent leur temps et je n'ai jamais consommé de réseau social, en fait, avant d'être, active dessus et aujourd'hui, je pense que quand, d'ailleurs, j'ai vu un article dessus il y a pas si longtemps. En fait, quand on est capable d'expliquer quelque chose, c'est là où on augmente notre maîtrise de la chose et donc je pense que le fait d'avoir écrit tous les jours sur, LinkedIn, sur Instagram, ça a augmenté ma propre maîtrise du sujet donc ne pas hésiter à se lancer hyper rapidement et à partager son savoir, en fait, avec les autres.
Et 3, en termes de posture, il y a 3 ans, je pensais que je devais être expert tout de suite. En fait, je me rends compte que la posture d'explorateur, elle est vachement sécurisante. Et il y a une sorte d'humilité qui, moi, me correspond très bien, parce que du coup, comme j'avance avec les personnes avec qui j'avance, je trouve que c'est une posture qui, moi, me convient bien. Et donc, j'aimerais beaucoup me dire, mais en fait, personne ne demande à personne. On est toujours l'expert de quelqu'un, mais on est toujours l'explorateur de quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça, c'est essentiel parce que je ne pourrais jamais savoir tout sur mon sujet. Même si je passe toute ma vie à étudier toutes les déclinaisons de la respiration, il y aura toujours un médecin qui va avoir beaucoup plus de connaissances médicales que moi. Il y aura toujours un sonothérapeute qui maîtrisera les fréquences sonores beaucoup mieux que moi. Et donc, c'est impossible. Et donc, tu vois, avancer quand même sur le chemin en se disant, j'ai un bagage, je fais du bien aux gens, j'explore, je continue, c'est vachement sécurisant. Et pour sa propre personne, et aussi en termes de posture pour les autres. Du coup, il y a cette histoire à la fois de monopole personnel, il y a la vision projet qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs. Hein. C'est finalement, je suis plus juste dans l'exécution, je suis aussi dans la construction. Il y a toute la partie sur je m'autorise encore à explorer et heureusement qu'on n'attend pas d'ailleurs de tout savoir avant de se lancer, surtout quand on touche à tout ce qui est de l'ordre du psychologique, du somatique, déjà parce qu'on sait pas tout, même au niveau des corpus scientifiques. Hein. Tu vois, les neurosciences commencent tout juste à expliquer un petit peu le fonctionnement de l'hypnose et de la PNL qui se sont construites de manière empirique depuis les années 70 et même avant. Et donc c'est rigolo justement de se dire tiens, finalement on évolue aussi dans un domaine qui est construit potentiellement sur un sable mouvant. En fait, pour l'instant, on sait pas tout. Et il faut accepter de pouvoir se lancer sans tout savoir. C'est souvent assez flippant, justement, du coup. Est-ce qu'on marche, tu vois? Est-ce qu'on nage dans le sable mouvant? Comment on évolue là-dedans? Et surtout, on a quand même grandi avec un système qui valide toujours nos connaissances et nos acquis. C'est-à-dire, il y a toujours une certification quelque part, un examen quelque part, une note quelque part, un diplôme quelque part. Là, il n'y en a pas. On va tout de suite dédramatiser. Toutes les certifications aujourd'hui sur nos métiers ne sont pas reconnues par l'État. C'est bien de l'avoir, mais c'est pas obligatoire. N'importe qui peut se proclamer coach. Donc en fait, oui, c'est clairement des sables mouvants. Et donc c'est comment en fait avoir un ancrage assez fort et incarner son message tellement fort, le prouver par ses propres moyens et continuer à avancer, parce qu'il n'y aura aucune reconnaissance extérieure possible. Et ça, je pense que ça a été hyper libérateur pour moi de me dire, ok, moi, ma seule reconnaissance, c'est mes résultats. Parce qu'en fait, mon métier n'est pas reconnu par personne. C'est exactement ça. Les résultats clients, de toute façon, c'est le meilleur indicateur de réussite au bout d'un moment. Et des personnes qui s'identifient aux personnes qui sont venues se faire accompagner. Alors, ce qui est hyper intéressant aussi dans ce que tu as dit, c'est finalement, on progresse jamais autant que quand on doit commencer à enseigner ou à expliquer quelque chose ou à former d'autres personnes. Si tu pouvais changer un élément de ton parcours, ça serait quoi? Ah ouais, très 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 bonne question. Si je devais changer un élément de mon parcours, je pense que j'aurais fait plus individuel. Tu vois, moi, dans mon parcours, je me suis dit, allez, je kiffe le collectif, je vais faire que du collectif, je vais organiser des cours collectifs toutes les semaines, tout le temps, avec plein de partenaires, je vais faire de l'événementiel et tout. Et en fait, je pense que j'ai développé aussi un savoir-faire qui peut tellement aider les personnes à un titre individuel. Et comme je suis assez binaire dans mon fonctionnement, c'est toujours, tu vois, le cadre, en fait, j'ai pas réussi à gérer et la consultation indiv et le fait de donner du collectif. Donc, en fait, j'ai tellement renvoyé l'image de quelqu'un qui gère les événements, de quelqu'un qui donne des cours en ligne, de quelqu'un qui gère des partenariats avec des salles de sport, qu'à chaque fois que j'ai voulu lancer par petits pas cette question de consultation individuelle, ça n'a jamais marché. Mais je pense que ça n'a jamais marché parce que je ne l'ai jamais aussi poussé vraiment. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de personnes, en fait, qui pourraient être intéressées par juste une consultation où je les débloque et qui, finalement, non, ne passent pas à l'action parce qu'en fait, les cours collectifs, les intéressent pas. Et donc, j'aimerais beaucoup, tu vois, c'est donc moi qui ai segmenté comme ça mon marché, alors qu'aujourd'hui, je pourrais très bien faire de l'individuel et du collectif, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. C'est un passage qui, pour moi, a été, ouais, je pense que je me suis limitée là-dessus, tu vois. J'aurais pu continuer à faire mes consultations, de la sophrologie à ma manière, de l'hypnothérapie à ma manière, et je l'ai pas fait. Et aujourd'hui, justement, c'est quelque chose qui t'attire encore? Pourquoi pas? Je pense que je peux aujourd'hui bloquer 1 ou 2 journées de consultation indiv sur mon agenda. Et je pense que ça me plairait en plus. Parce que j'ai tellement... En fait, je sens que tu vois que là, sur le collectif, je commence à... Ça fait 2 ans et demi, ça fait 150 événements, ça fait... voilà. Il y a une certaine masse aujourd'hui qui me permet de me dire, si demain, n'importe quelle entreprise m'appelle pour aller donner un cours collectif, je saurais faire.
Et donc, j'ai de la disponibilité mentale pour pouvoir aborder un nouvel axe. C'est vraiment cette histoire de capitaliser sur les différentes briques qu'on construit au fur et à mesure, et puis ça y est, le collectif, c'est comme un produit sur étagère maintenant. Il n'y a plus autant de préparation Voilà. au niveau mental, au niveau orga, que ce que ça a pu te demander à un instant T. Exactement, j'ai du mal à axer plein de choses en même temps et du coup, c'est très séquencé, dans ma tête, tu vois? C'est d'abord ça, ensuite ça et enfin et je construis en fait le truc en escalier. Aujourd'hui, chez les personnes qui te consultent ou chez les personnes qui viennent en séance, c'est quoi les problématiques les plus récurrentes qui reviennent? Souvent, c'est, de la fatigue. Alors ça peut être de la fatigue émotionnelle, surtout, surtout, surtout. C'est-à-dire un débordement, là je me sens en fleur de peau, En fait, les gens souvent ils viennent me voir parce qu'en fait ils sont incapables de sortir, incapables d'aller au sport, incapables de se remettre en mouvement et n'ont pas envie de réfléchir. Donc quel est le minimum des choses, quelle est la chose, la plus, on va dire, avec le moins d'efforts possible qu'ils pourraient faire pour aller mieux? Bah, c'est respirer dans leur lit sous un plaid. Et donc je capte les personnes dans cet état en fait où elles ont besoin de récupérer et en fait elles se rechargent vraiment en énergie, libèrent les émotions et ensuite elles peuvent repartir. Donc j'ai remarqué que c'était vraiment, la libération émotionnelle, après des trop pleins émotionnels qui, était le point de douleur le plus récurrent quand les personnes, se joignent à moi. Et puis aussi donc ça c'est on va dire entre guillemets «thérapeutique». Et puis un autre aspect beaucoup plus développement personnel, souvent c'est des personnes qui veulent augmenter leur confiance en eux, augmenter leur capacité à s'affirmer, se renforcer de l'intérieur et à qui en fait, les cours deviennent des sortes de bulles de respiration qui renforcent vachement et je suis très axée vers, tu sais l'empowerment qui vraiment t'aide à te sentir pleinement fort et ancré à l'intérieur. C'est comme, souvent je donne l'image d'un tu vois, tu arrives comme un puzzle décomposé et en fait, à la fin de la séance, et bah, tu as remis les différentes briques et tu as même pas eu besoin de parler. Et souvent, j'ai des personnes qui viennent, elles n'ont plus du tout envie de parler. En fait, elles sont déjà été accompagnées sur le verbal, elles se sont déjà fait coacher. Et en fait, là, juste là, en ce moment, pas envie de parler. Donc, en fait, elles bénéficient d'un coaching où elles ne parlent pas, mais par contre, ça réfléchit à l'intérieur et ça réajuste les choses et ça amène une sorte de clarté mentale qui les aide à avancer. C'est vraiment une En histoire fait, de en fait le, remodéliser les perceptions. oui, en fait, c'est si tu veux, moi, ma punchline, ça pourrait être si t'as pas envie de parler, inscris-toi. C'est exactement ça. Et c'est rigolo d'ailleurs, hein, parce que souvent on a beau connaître les solutions, on a déjà beau avoir posé le plan d'action, bah, il reste quand même quelque chose qui fait se dire tiens je le sens pas, ou je me sens pas prêt, je me sens pas assez, ou alors je suis à plat. Repasser par le somatique, ça permet de réaligner, en général par une perception de ce qui se passe à l'intérieur justement, bah, cette capacité à croire en soi, à avoir confiance à ce qu'on fait. Les deux approches sont hyper complémentaires. Quand la tête ne suffit plus, justement, on fait appel au corps et on utilise la respiration comme véhicule pour réassocier les deux. Totalement. La respiration n'est qu'un véhicule. Des fois, je dis, le fait de respirer pour moi, c'est un alibi, parce que c'est pas là où je bosse. C'est là où vous bossez, mais moi je bosse ailleurs et ça, c'est l'hypnose qui l'apprend. Le détournement de l'attention, et puis tiens, on te dira jamais ce qu'on a fait, tu le sauras pas, mais tu iras mieux. Ouais. Tu te souviens de l'accompagnement client qui t'a le plus marqué? L'accompagnement client qui m'a le plus marqué, donc comme moi j'ai fait beaucoup plus de collectifs, que d'individuels, je vais dire ouais, il y a des événements qui m'ont marqué, oui, il y a des événements, incroyables que j'ai vécus, je pense le plus récent, donc celui qui est là le plus frais, c'est d'accompagner un public, hem, avec un orchestre qui joue de la musique à côté. Donc il y avait en plus de la basse, de la harpe, du piano, du chant et de la flûte japonaise et il fallait créer une expérience qui passe par la respiration. Donc c'était à la fois scénique, théâtral, accessible à tous et en même temps, il y a quelques personnes qui ont aussi lâché des larmes. Donc ça a été une expérience émotionnelle, holistique et en même temps grand public. Et ça, c'est a été assez incroyable pour moi parce qu'en fait, je me suis dit: «Ah ouais, c'est la première fois de ma vie où finalement, je fais quelque chose qui fait partie du domaine du spectacle». Et j'ai adoré. Et ça m'a redonné envie de refaire ça. Je me suis dit: «Ah ouais, non». Là, clairement, j'étais dans ma zone, quoi. C'était, wow, si je suis capable, en fait, d'amener les personnes là où elles ont été avec moi sur cette soirée-là, c'est qu'en fait, on peut faire des choses extraordinaires à grande échelle. C'est hyper rigolo parce que finalement, au-delà du collectif que tu es habitué à gérer, en général, tu choisis les musiques, tu choisis le rythme. Là, tu avais les musiciens en live Oui. qui jouaient avec toi, donc il fallait gérer à la fois la synchro au niveau du groupe et la synchro avec les musiciens.
Comment t'as fait? T'as une préparation t'as une préparation particulière? Donc, on a eu 3 jours de préparation. J'ai fait confiance aux musiciens. En fait, j'ai tout de suite vu qu'ils étaient talentueux, qu'ils pouvaient me faire confiance. Et en fait, quand on travaille avec des artistes, on travaille avec des gens qui ont leur sensibilité. Et en fait, du coup, je pense que chacun s'est laissé l'espace de faire ce qu'il avait à faire. Et comme je n'ai rien imposé, ils ne m'ont rien imposé. En fait, on s'est dit, on va créer quelque chose pour le public. Et le fait de laisser à chaque personne prendre la liberté, et ben, ça nous a vachement aidé à ce que chacun prenne la responsabilité de son instrument. Et comme mon instrument, moi, c'est la respiration, en fait, tous les instruments de musique se sont calés sur mon souffle. Donc, je leur ai donné une structure, je leur ai dit à tel moment je vais faire ceci, à tel moment je vais faire cela. Cette structure, elle est vraie à 80%, mais en fonction du public, il y aura toujours une marge de manœuvre ou peut-être que sur les 20% restants, je vais faire autrement. Mais ne soyez pas surpris, c'est juste que c'est hyper important de se synchroniser en direct avec les personnes qui sont là. Parce qu'en fait, si on est là en train de délivrer une prestation qui est automatisée, robotisée, il n'y a plus la synchro avec le public. Donc, et je l'ai fait 2 fois et les 2 publics étaient très différents. Le premier public était très discret, un peu sur la retenue. Le deuxième, plus ouvert, plus fatigué aussi parce que c'était en fin de journée. Il faisait nuit. Premier public, il faisait jour. Donc, tu vois, l'ambiance était différente. Donc, sur ces 20% de marge, il y a toujours un réajustement du direct. Donc, je pense que, tu vois, c'est comme ça, à mon avis, que les spectacles se font. C'est comme ça que les groupes se forment. C'est comme ça que les musiciens jouent ensemble. Ça fait partie du travail d'équipe. Les personnes qui ont commencé par dire: «Oh bah tiens, elle est sophrologue, hypnothérapeute, elle fait de la respiration» et là on se retrouve à parler de harpe et d'expérience avec le public, c'est ce que j'adore faire et c'est logique pour moi. L'un n'empêche pas l'autre. Je peux être Sarah en cabinet et je peux être Sarah sur scène. Du coup, il y a le côté à la fois un peu perché qu'on peut percevoir quand tu le racontes, mais il y a le côté très méthodique aussi. Tu te revendiques pas de tous les codes un peu clichés, justement, des professions, de tout ce qui est New Age ou un peu hippie? Non, ça me parle pas. Non. Non. Non, pour moi, en fait, je C'est- suis réalisatrice. C'est-à-dire que si demain j'ai un événement sur un festival New Age, je vais créer avec mes compétences une ambiance New Age. Et en fait, je vais réaliser le projet. Si demain je dois intervenir sur un festival de musique électronique à 4 heures du matin et que je dois, et ben, je garde ma structure, je garde mon savoir-faire et je le réplique. Donc je n'ai pas. C'est comme la danse en fait. Tu as toujours le mouvement qui te guide. Il y a plusieurs écoles, mais par exemple, un danseur de jazz contemporain, si demain il a envie de faire de la house, et ben voilà. Il a la base de la synchro, de la coordination, il se plonge un peu dans l'univers musical et il peut tout à fait l'exécuter, tu vois. Et après, on a des préférences. Et moi, je remarque que les préférences peuvent énormément varier selon mon humeur. Tu vois, quand je suis fatiguée, je vais être beaucoup plus bol tibétain, musique zen, fréquence, tu vois, les 400 Hz et compagnie, là. Et puis quand je suis en forme, je vais être très musique électronique, des fois je vais être sur du rap US, des fois je vais... Et c'est hyper éclectique. En termes de rapport au taf, de gestion du temps, tes routines, ça ressemble à quoi le quotidien de Sarah? Je n'ai aucune routine. Mon rapport au taf, il est très spécial parce que des fois, même quand je vais assister à un cours de yoga, j'ai l'impression de travailler alors même que moi, je bénéficie du cours. Donc, en fait, mon taf à moi, c'est d'être en meilleure forme possible pour pouvoir délivrer les meilleures prestations possibles. Et donc, les routines chez moi, chaque jour est hyper différent. Par contre, tu vas voir, le schéma se répète. Je suis toujours hyper organisée et en même temps très bordélique. C'est-à-dire que tous les jours, par exemple, j'ai une communication sur Instagram, une communication sur LinkedIn, je réponds à ma communauté, je réfléchis à ma stratégie, je prépare mes cours. Et en même temps, si le matin je me lève et que j'ai plus envie de LinkedIn que d'Instagram, que de parler à personne, etc., en fait, je réorganise ça selon mon énergie. Et c'est ce qui me convient le mieux parce que si je m'impose un cadre et des routines, je vais aller du côté où c'est une contrainte. Et je n'aime pas être dans cette énergie de la contrainte. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, tout n'est pas beau. On n'aime pas tout faire. Mais donc, je dois faire ces choses-là sur une journée. Donc, elles sont définies. Mais par contre, leur organisation, c'est en fonction de mon humeur. Et j'ai un petit carnet où tous les jours, je note tout ce que j'ai envie de faire, heure par heure. Tu vois, par exemple, là, on est
On est le jeudi 25 avril, j'ai mis changer mes photos de profil, passer une commande, écrire un article de blog, mettre à jour mon calendrier, contacter machin, refaire cette partie-là de mon LinkedIn, envoyer cette invitation. Et je les liste comme ça. Et en fait, à chaque fois que je fais un truc, je mets un tic. Et à la fin de la journée, j'ai avancé. Et sans contrainte. Il y a toutes les composantes et puis après ça passe au shaker en fonction de l'énergie de la journée. Exactement. Et du coup, justement, l'énergie, comment tu fais pour garder un bon niveau d'énergie, sachant que tu dois en balancer un paquet aussi dans les séances, dans ton quotidien, dans les projets? Qu'est-ce qui, Très qu'est-ce qui très te bonne ressource? question. Le sommeil. J'ai besoin de beaucoup dormir. Et si je dors pas, je suis comme un zombie, incapable d'exécuter. Donc mon sommeil, pour moi, c'est vraiment mon sanctuaire. J'ai besoin de dormir, beaucoup. Donc mon sommeil, ça c'est essentiel. Et puis ensuite aussi, là depuis le début de l'année, en fait, j'ai quelques salles donc sur Paris où je vais m'entraîner. Et pour moi, ce sont des moments où j'ai pas mon téléphone, je coupe et je laisse le cerveau tourner sur des sujets de fond. Et en fait, je m'occupe de mon corps. Et le fait de s'entretenir, tu vois, physiquement parlant, et ben ça aide énormément. Et j'ai été beaucoup plus productive depuis que je fais ça que sur une période où j'ai pu être devant mon PC toute la journée, 7 jours sur 7. Parce que ça m'est aussi arrivé, tu vois. J'aime beaucoup mon travail, je fais partie de ces gens passionnés, donc je peux rapidement oublier l'heure et me plonger dans un truc et en fait me dire, mais mince, ça fait juste 8 heures que je suis assise. Ça m'est arrivé quand j'écrivais le livre. Je suis même allée voir un ostéopathe parce que j'avais la mâchoire bloquée tellement je passais des heures concentrées à écrire avec la mâchoire hyper serrée. Depuis que je fais attention à ça, depuis que je me bloque des créneaux où je sors de chez moi, où je vais prendre soin de mon corps à travers des cours de yoga, des cours de sport, je prends moins souvent le métro, je marche plus, j'écoute toujours de la musique, je dors bien, et ben en fait, finalement, mon corps suit beaucoup mieux. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs. Pendant longtemps, on se dit il faut que j'avance vite, on travaille beaucoup, et puis au bout d'un moment, on se blesse, on a mal au dos, on dort Ouais. moins bien, on a moins d'énergie, finalement, on perd en efficacité. Et c'est rigolo comment la plupart des entrepreneurs, après quelques années, se remettent à faire attention à eux. Oui, C'est-à-dire, si je veux que ça tienne sur la durée, il va falloir que j'en prenne soin aussi du véhicule. totalement. Aujourd'hui, tes prochains challenges, tes prochains objectifs, c'est quoi? Faire le maximum d'événements inoubliables, voilà. Ça, c'est vraiment mon objectif de cœur. Et sur le chemin, si j'arrive à ouvrir des créneaux individuels aussi, je pense que je pousserai cette option-là pour aider, en fait, tout simplement, parce qu'on est des métiers avant tout accompagnants. Et Sarah l'artiste, elle peut intervenir sur des événements de temps en temps, tu vois. Mais il y a aussi la Sarah du quotidien qui aide les personnes à dégager le stress, l'anxiété, peut les accompagner à se sortir des burn-out, de dépression et de passages compliqués. Les critères d'un événement inoubliable? Un setup technique génial qui a une bonne capacité sonore, parce que c'est très immersif, tu vois? Il faut vraiment que la musique, quand, par exemple, je travaille avec une régie, un ingénieur son, alors là, je sais que ça va envoyer du lourd. 2, ça va être le type d'événement et le type de personne que je vais avoir en face. Je ne vis pas, le même événement devant, on va dire, je sais pas, un département comptabilité d'une grande entreprise, qu'un événement avec une marque de sport très fitness et qui est déjà ouverte. Donc je ne m'autorise pas les mêmes choses. Et clairement, on va dire le mindset du public va tout de suite me projeter aussi la manière dont moi je vais pouvoir les accompagner. Et la réussite d'un événement, c'est quand on est complètement synchronisé. Donc les meilleurs événements que j'ai eus, ça a été un événement que j'ai tenu avec des personnes qui se retrouvent dans mon discours, dans mon positionnement et qui sont parfaitement alignées avec moi. C'est exactement ce qu'on dit dans l'entrepreneuriat. Tu t'alignes avec ta cible, tu bosses avec les personnes avec qui tu kiffes bosser. Si tu es à côté de ta cible, bah juste tu passes un petit moment de souffrance et puis après tu introspectes et tu réajustes. Et là c'est pareil. Tu vois, je reprends toujours l'exemple des artistes. Tu peux être, je sais pas, pianiste, bosser dans un bar de jazz et en fait tu kiffes ton truc. Si tu arrives avec un piano dans une gare où tout le monde s'en fout, et bah t'auras pas la même énergie. Et il faut s'accrocher, peu importe les ambiances. Parce que ça, j'en ai beaucoup parlé aussi autour de moi, notamment à chaque fois que j'ai eu l'occasion de croiser profs de chant, musiciens, enfin des personnes qui ont l'habitude de faire des performances en public. Ils m'ont toujours dit, il faut que tu aies un niveau minimum de prestation qui ne te bouffe pas de l'énergie pour pouvoir exécuter même quand toi, tu sens que en fait, t'es pas à ton max. Parce que ça arrive et ça fait partie du parcours aussi. Et il y a vraiment l'engagement du coup du public qui peut être ressourçant, comme un petit peu déstabilisant.
c'est sûr. On est en fait, qu'on le veuille ou pas, on n'est pas des robots, on est là pour délivrer une prestation donc tu vois, des fois, c'est tout bête mais tu te raccroches, aux personnes qui te sourient. Si devant toi, tu as des personnes qui sont sur leur téléphone, qu'est-ce que tu enfin, tu es dépité. On reste vraiment dans une sorte de communication humaine, sauf que là, la communication, elle passe par, le fait de guider, par le souffle. Mais c'est exactement la même posture et donc mon enjeu à moi, c'est toujours sur la première minute, cadrer le truc et si je réussis ma première minute, je sais que le reste va bien se passer. T'as cette posture qui est à mi-chemin entre la respiration, un petit peu l'aspect thérapeutique et en même temps le spectacle. Il y a le Ouais. côté très performeuse. Ouais. C'est quoi pour toi la vision des prochains steps, les manières dont tu vas devoir te réinventer pour aller plus loin? Bousculer le milieu du bien-être pour le rendre accessible à tous à travers des formats originaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la thérapie, ce n'est plus juste en cabinet. Je pense que n'importe quelle activité, marcher, écrire, sculpter, dessiner, danser, c'est une forme de thérapie. Et donc pour moi, c'est juste aller un peu bousculer ce milieu qui reste un peu enfermé et dire non. En fait, on est capable d'assister à un spectacle et sortir de là. Tu vois, à l'époque romaine, on parlait de catharsis. Quand on se réunissait sur des stades, en fait, ça permettait de générer des émotions et ça permettait de faire sortir des émotions et ça prévenait des tensions, ça rassemblait le village, ça créait une communauté. Bah là, c'est pareil en fait, c'est super cathartique ce que je fais et je me suis même rendu compte que sur des personnes qui viennent à mes cours, bah ils se sont mis à faire du business ensemble, ils se sont mis à se voir en dehors des cours, ils se sont mis à créer des liens, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de la communauté, de l'ordre de la connexion humaine qui se fait aussi. Et moi, je trouve que, enfin, en tout cas, ma thérapie à moi, selon la manière dont je la vois, c'est celle-ci. Et c'est ce que j'aurais aimé trouver à l'époque où moi je la cherchais et que je filais de cabinet en cabinet en cabinet et que moi-même j'en ai eu marre de parler. J'avais juste besoin de danser, de sortir, d'écouter de la musique et de prendre soin de moi. Il y a des activités justement qui ont plus d'effets thérapeutiques que certaines thérapies. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est trouver cette zone qui te correspond. Et de ton côté, de ce que je note en filigrane, il y a la modernité, il y a la liberté, il y a la créativité. Il y a le fait aussi de pouvoir la rendre accessible et pouvoir ajuster la thérapie aux personnes qui sont en face et pas l'inverse. Oui. C'est aussi ce qu'on recherche, tu vois, dans la plupart des disciplines, même si entre ce qui est dit, ce qui est prôné et la manière dont c'est parfois exécuté, on voit quand même pas mal de décalage. C'est-à-dire finalement, j'ai un cadre de référence, il faut absolument que la personne rentre dedans, sinon ça marche pas. À ce moment-là, est-ce que c'est le bon cadre de référence ou est-ce qu'on peut l'adapter pour faire en sorte qu'il corresponde mieux à la personne? Comment on peut aider la personne à aller plus loin sur la base de là où elle en est? C'est là où l'importance en fait du premier échange intervient. C'est-à-dire que moi, si demain j'ai quelqu'un qui est intéressé par une séance de sophrologie, bah, je vais délivrer une séance de sophrologie en fait. Et là, je suis bien contente d'avoir fait toutes ces formations. Parce qu'il ne faut pas croire que je les ai faites pour ensuite faire ma sauce. Non, pour moi, c'est des bases solides. Je définis le cadre avant. Par contre, si quelqu'un vient à un cours collectif que j'organise, bah, ça va être mes règles. Si quelqu'un vient pour une demande spécifique pour un événement et que, je sais pas moi, par exemple, une entreprise veut un cours de méditation, eh ben, je vais faire ma méditation. Et là, c'est juste de la com, en fait. On est capable de délivrer. Moi, tu vois, tant que tu me donnes un besoin, j'exécute pour répondre à la demande. Et le cadrage, ça fait partie du cadrage. C'est exactement comme en coaching. Il y a toujours un moment de cadrage avant. Parce que sinon, on est hors cadre. Et là, c'est même pas la faute de la personne parce que les gens s'en fichent en général. Tu vois, enfin moi j'ai jamais vu quelqu'un qui, au bout d'un moment, au bout d'une session de sophrologie, je sais pas moi, on fait un exercice qui est plutôt tourné vers la sonothérapie et qui me dit attention, là c'était pas de la sophro, t'es en train de sortir du cadre. Tu vois, non, les gens en général ils te font confiance, tu vois. Clairement, la plupart du temps, ils savent pas ce qu'on fait, ni pourquoi on le fait, ni quelles sont les bonnes règles en fait. C'est On revient de toujours au quoi résultat. de quoi la personne a besoin. Ton but ultime, le Graal, la lumière au bout du tunnel, c'est quoi? Me faire inviter pour l'ouverture des JO. Un petit J'ai appel 2 s'il y en a mois. quelqu'un qui est dans l'orga des JO. On met les casques silent disco sur toute la place de l'hôtel de ville et on crée un truc incroyable sur les bords de Seine. Bah, dans tous les cas, s'il y a un auditeur qui est dans l'orga des JO, on mettra les coordonnées de Sarah dans la description de l'épisode. Oui, je te jure, au fond de moi, je suis sérieuse. J'ai tellement envie de Oui, le non, mais faire. je le sais, c'est un vrai appel. Hein. Attention, c'est pas une blague. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? De m'éclater tous les jours. Parce que ma souffrance, elle est quand même venue de là. C'est-à-dire que j'ai résolu le fait de subir mon quotidien. Et c'est cette équation-là que j'ai cherché à résoudre. Et aujourd'hui, je m'éclate. Je ne vois pas le temps passer. J'adore faire ce que je fais. Et c'est vraiment cette notion de plaisir que j'ai retrouvée dans mon travail. C'est comment bien poser le problème dès le départ pour trouver les bonnes solutions.
On arrive sur la fin de l'épisode. Alors, première question, t'aimerais bien que je reçoive qui ensuite sur ce podcast que t'aimerais bien écouter? Je pense qu'une certaine Floriane Bobet serait très pertinente sur ton podcast. Ça marche. Elle a eu l'occasion aussi de me voir évoluer et de m'accompagner. Donc, à mon avis, en plus, elle est très câblée mindset et je pense qu'elle pourrait être vraiment pertinente aussi dans notre écosystème d'entrepreneurs. Quelle question j'aurais pu oublier de te poser et tu sais que la réponse aurait pu aider nos auditeurs dans leur parcours entrepreneurial? Je réfléchis. Je pense qu'il y a une question qui aurait pu m'aider moi il y a 3 ans, donc je pense qu'elle peut aider aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent sur leur parcours. C'est comment on sait qu'on est au bon endroit et qu'on peut se faire confiance pour avancer tel qu'on en a envie. Et ça, c'est une vraie question parce que je vois beaucoup d'accompagnants qui enchaînent les formations, qui sont toujours là pour remplir et qui à aucun moment se disent bah non, c'est suffisant, je me fais confiance, j'avance. Je digère déjà, j'intègre, je m'ancre. Et je pense que c'est bien de pouvoir faire de son mieux, mais comment on sait qu'on est à notre place? Et ben en fait, tout simplement, quand les gens qui commencent à graviter autour de nous, en fait, ils deviennent réceptifs et ils comprennent. Et tant qu'on se sent incompris, c'est qu'on a mal expliqué. Et moi, ça a été extrêmement libérateur pour moi de me dire, en fait, quand les gens comprennent pas ce que je fais, c'est que j'ai mal travaillé ma com. C'est qu'il y a un truc chez moi, en fait. Et donc, j'ai arrêté de porter la responsabilité chez les autres et j'ai remis la responsabilité à ma place. Et après, ça allait mieux. Et aujourd'hui, je fais que sensibiliser. Et les personnes à qui ça parle viennent, les personnes à qui ça ne parle pas passent leur chemin. C'est rigolo d'ailleurs comment on communique. Si on communique mal, est-ce qu'on est vraiment au bon endroit? Est-ce qu'on aime vraiment ce qu'on fait? Seule la personne peut avoir la réponse. Il y a des personnes aussi qui projettent une image de ne pas avoir confiance en eux. Tu vois, par exemple, les personnes qui sont très scientifiques, les chercheurs, ils vont toujours parler au conditionnel, dans le doute. Et ça se trouve, ils ont super confiance en eux. Par contre, tu vas avoir des profils très affirmés. Ils vont dire ah, moi, ça, j'adore. Mais en fait, 2 mois plus tard, ils changent complètement de truc et tu es incapable de prévoir. Donc, je pense que c'est super. Justement, quand on se reconnecte en fait à soi-même, on sait. Et le corps ne ment jamais, tu vois. Je pense que, tu vois, j'ai procrastiné aussi l'individuel parce que j'avais pas encore trouvé le bon angle. C'est tout. C'est que j'avais pas envie de rentrer à la case. Donc, c'est pour ça que pendant 2 ans, je l'avais pas fait, c'est tout. Donc, tu vois, il y a toujours cet aspect de je me recentre et je suis honnête et sincère avec moi-même au maximum. Les gens qui nous ont écoutés jusqu'à présent, comment ils te retrouvent sur les réseaux sociaux? Et Sarah pour avec quelles 2 raisons R. ils pourraient avoir envie de te retrouver? Bah, l'ambiance est sympa. On fait des trucs un peu fous. Il y a des événements cool. La musique est bonne. Tu vois, c'est comme quand, je sais pas, t'as ton bar préféré, t'y vas. Tu vas. Tu vas, tu te poses. Donc, ouais, Sarah avec 2 R. Et puis, je suis, en général, quand on tape sur Google, sur LinkedIn, sur Instagram, sur ma newsletter, j'ai fait en sorte d'être accessible au maximum pour les personnes qui sont en recherche. On mettra toutes les coordonnées dans la description de l'épisode. Totalement. Du coup, pour les gens qui veulent venir assister à une séance, Eh ben, je donne des cours sur Zoom les mardis soirs et les jeudis midi. Et j'interviens en présentiel sur Paris les samedis. parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur les semaines, les mois, les années à venir? Que de plus en plus d'agences d'événementiel et d'entreprises m'identifient comme étant la personne qui est capable de faire vivre des choses extraordinaires au public et que justement je puisse offrir ce genre d'expérience au maximum de personnes. Parfait. On va te souhaiter un maximum d'expériences du coup, et justement des expériences inoubliables. Merci d'avoir été mon invité, Sarah. Ça m'a fait hyper plaisir. C'est moi et je suis hyper honorée d'avoir été l'invitée d'un pro de la PNL. Je me suis par moments aussi sentie coachée, donc c'était introspectif pour moi et c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Louis. Et hop, tu viens d'écouter l'épisode numéro 3 de Mindsets. C'était Sarah Saidi qui nous a parlé de son parcours et de la manière dont elle a créé sa propre discipline autour de la respiration. Tu pourras retrouver toutes ces coordonnées en description de l'épisode. J'espère que tu as passé un bon moment et que l'épisode t'a donné des idées et des clés à exploiter dans ta vie comme dans ton business. La semaine prochaine, je recevrai Cédric Costa qui nous parlera de marketing inbound ou de comment devenir un aimant client. D'ici là, sens-toi libre de nous poser toutes les questions que tu pourras avoir sur les réseaux sociaux et de laisser un avis ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Très bonne semaine et à la semaine prochaine.